Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, je suis français. Vous êtes français. Nous sommes français. C'est une chance d'être français. C'est un privilège d'être français. Mais est-ce que nous en souvenons assez? Est-ce que même nous comprenons ce que veut dire être français? Cette identité si précieuse que nous avons héritée et que nous devrions à chaque instant mériter, avons-nous pleinement conscience de ce qu'elle représente? Elle nous accompagne, cette identité, comme l'air que l'on respire. Nous pensons que c'est ainsi, que ce fut toujours ainsi, et que ça ne changera pas. Est-ce si sûr? Depuis plusieurs années, le doute a commencé à naître en nous. La France que nous avons crue éternelle, comme ces landes de granit breton, comme ces grands plateaux de l'Aubrac, la France, tant de Français se demandent, n'est-elle pas en train de se dissoudre, de s'effacer, de disparaître, à coup de renoncement, à coup de lâcheté, à coup de recul, à coup de démission? Cette question de la France et de sa pérennité est essentielle, car elle constitue le véritable sens des échéances politiques qui nous attendent dans moins d'un an. Dans les années qui viennent, mes chers amis, mes chers compatriotes, la France restera-t-elle la France? C'est le premier défi, c'est le plus grand, c'est le plus fondamental. Et cette interrogation, la France restera-t-elle la France? C'est cette interrogation qui explique la douleur confusément ressentie par des millions de femmes et d'hommes qui, depuis trop d'années, souffrent de ne pas être entendus, de ne pas être compris, de ne pas être représentés et d'entendre à longueur d'émissions de télévision, des radios, des idées qui ne sont pas les leurs. Pourquoi la question de la France et de son identité se pose-t-elle maintenant? Parce que la France, mes chers compatriotes, est de nouveau menacée par cette maladie qui la rattrape de loin en loin, que le général de Gaulle, cher Gérald, avait appelé le renoncement. À certaines périodes de son histoire, la France se trouve face au péril d'oublier qui elle est, d'abdiquer ses rêves d'unité et de grandeur, de voir sa volonté abolie. Qu'en parlant de renoncement, je dis la France, en vérité, l'expression est sans doute inappropriée, elle peut même être injuste, car cette maladie du renoncement n'est pas la maladie du peuple. Le peuple en la circonstance, le peuple de France, est le gardien douloureux de la France, dont il pressent et redoute le déclin et dont il craint le naufrage. Ce n'est pas le peuple qui renonce, car le peuple a compris de quoi il retournait. Le peuple est la victime de ce désastre. Et quand on refuse de lui parler, c'est le peuple que l'on abandonne. L'esprit du renoncement, c'est la maladie d'une partie de nos élites qui nous disent comment penser, celles qui prétendent savoir ce qui est correct, celles qui voudraient nous imposer ce qu'on aurait le droit de dire et ce qu'il faudrait taire. La maladie du renoncement, c'est quand les élites ne sentent plus le désir ni la force d'entendre l'histoire de la France, son identité culturelle, son identité morale et, j'ose le mot, son identité spirituelle, car la France, pour moi, c'est un corps, la France, c'est un esprit, la France, c'est une âme. Eh bien, l'esprit de renoncement, c'est donc un long mouvement, commencé il y a près d'un demi-siècle, quand des jeunes gens écrivaient sur les murs de Paris « Il est interdit d'interdire, jouissons sans entrave ». Ici a commencé à germer le désastre. La société française a pensé qu'elle avait gagné la bataille.
quand les barricades eurent été démontées et que la vie avait repris son cours. Mais en fait, le poison de cette idéologie, il est interdit d'interdire, se répandait d'abord souterrain et de plus en plus visible. Il y eut, je suis le premier à le reconnaître, de grandes et de belles choses dans l'émancipation conquise par les jeunes et par les femmes en 68. Mais s'il y a une part de lumière dans l'esprit de 68, il y a aussi une part d'ombre, dont on mesure seulement aujourd'hui l'importance. Cette part d'ombre a perdu dans la rue, a perdu dans les urnes. Mais je veux dire, parce que c'est ma vérité, qu'elle a gagné progressivement dans les têtes. Et elle a trouvé un puissant relais, cette part d'ombre, au tournant des années 80, dans le combat des communautés et du communautarisme, et dans la société qu'on a voulu nous imposer en la présentant comme un progrès, en nous disant vous n'avez pas d'identité, votre identité c'est le communautarisme et la société multiculturelle. Là, c'est dénoué le désastre. La nouvelle idéologie dominante, cher Marc Philippe, et je veux vous parler vrai, a imprégné bien au-delà des rangs politiques de la gauche. Nombreux furent touchés, y compris à droite. Elle a frappé subrepticement, en chantant la douce mélodie des accommodements raisonnables, des reculs prétendument acceptables, de l'universalisme et du multiculturalisme revendiqué. Elle a murmuré à l'oreille. Ne vous inquiétez pas, peuple de France. Ne soyez pas si pessimistes. Acceptez le nouvel ordre des choses. Au fond, je veux le dire du fond de mon cœur, l'esprit de démission était devenu moderne. Voilà l'idéologie dominante dont nous ne voulons plus. Il voyait dans la nation un obstacle au progrès. Le mot même, la nation, a fini un comble par devenir sulfureux. Et la repentance dont ils nous ont rebattu les oreilles était devenue le maître mot. Être intelligent, c'était se repentir. Dans l'amour charnel de la patrie, dans la révérence pour son passé plus que millénaire, dans le culte de nos morts, dans l'admiration pour les paysages, dans la vénération de notre héritage, de nos mœurs, eh bien, cette nouvelle pensée dénonçait une attitude, comment dire, réactionnaire, un conservatisme de mauvaise aloi, une ignorance du mouvement et de l'avenir. Pour eux, la nation n'est pas un corps social uni par une histoire, une identité et un rêve commun. La nation était devenue un périmètre juridique dans lequel se développerait la liberté des individus et des groupements d'intérêt, les communautés et les minorités. On ne parle plus de nation, on parle de communauté, de liberté de l'individu, de groupement. Aux yeux des idéologues de la gauche mondaine et de la pensée unique, c'est la même chose. Les droits de chacun, mes chers amis, doivent désormais prévaloir sur les règles qui s'imposent à tous. Le bon gouvernement est alors devenu non pas celui qui conduit avec énergie un projet collectif, mais celui qui donne toujours davantage aux groupes et aux individus. Il n'y a plus de France, il y a des groupes et il y a des individus. Toujours moins d'intérêts supérieurs de la nation, toujours moins d'autorité de l'État, toujours moins de règles communes, car elles seraient autant de brides sur les individus. On voit le résultat de cette idéologie